8h15 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'économiste et conseiller politique Alain Minc. Bienvenue à vous et bonjour Alain Minc. Bonjour Sonia Mabrouk. Quand on perd un match d'importance, faut-il revoir de fond en comble toute l'équipe, interroger sa stratégie et remettre en cause éventuellement le chef ? Je parle des régionales bien sûr. Vous comprenez qu'il n'y ait aucun changement au gouvernement, si ce n'est peut-être à la marge ? Moi, j'étais de ceux qui pensaient que le président devait enjamber cette affaire en disant que c'est pas de son niveau et laisser les gens qui se réclament de lui s'allier là à Madame Pécresse, ailleurs à Monsieur Rousset ou autre. Il a mis les mains dans le cambouis. Donc, il porte une partie de la responsabilité ou du prix politique de cette défaite. Bon, heureusement, la page va être tournée. La question, c'est qu'on est maintenant en élection présidentielle. Le panorama, nonobstant l'abstention, a changé. C'est vrai qu'on n'est plus nécessairement dans un match à deux. On va en parler. Vous parlez de match justement. Alain Minc, ne faut-il pas qu'à un moment, le président de la République acte quand même de la défaite, l'admette pour en tirer des leçons, comme le fait d'ailleurs un sélectionneur quelle que soit l'équipe. On va voir les leçons que le sélectionneur tire. Non, mais la réponse sera dans les annonces politiques qu'il va faire. Pourquoi voulez-vous qu'il change son Premier ministre ? Son Premier ministre a la même popularité que lui et fait plutôt bien, ou voire très bien, le travail. Alors, si c'est pour changer des ministres, on a vu dans les Hauts-de-France et en Île-de-France ce qu'est le poids politique des ministres. Vous rajoutez des ministres, ça ne déplace pas un suffrage. Si on croit que changer des ministres, ça va modifier le contexte politique du pays, c'est une plaisanterie. Donc on ne change pas, pardonnez-moi, une équipe qui perd. Non, c'est pas une équipe qui perd. Je veux dire, il appartient maintenant au président de la République d'annoncer comment il va jouer cette dernière année. Mais d'une certaine façon, il a eu tort de descendre sur le terrain. Il a raison de remonter très vite dans les tribunes. Alors il y a un autre compétiteur, peut-être est-ce un buteur, Xavier Bertrand. Il y a quelques jours à ce micro sur Europe 1, il a estimé, Alain Minc, qu'à l'occasion de ce scrutin, le duel annoncé Emmanuel Macron-Marine Le Pen en a pris un sacré coup. Est-ce que c'est votre avis ? Non, mais l'hypothèse du candidat de la droite démocratique au deuxième tour existe. Pourquoi ? Le candidat de la droite démocratique, pour l'instant, il n'y a que Xavier Bertrand. Il tourne à 16-17. Emmanuel Macron, il est à 24. Une voix que perd Macron, elle ne va pas chez les Insoumis, elle va sur le candidat de la droite démocratique. Donc le jeu est en effet ouvert. Cela dit, Xavier Bertrand, on le voit, joue au poker menteur. Il veut que ses concurrents s'effacent parce qu'il dit « je ne me retirerai en aucun cas ». Je ne vois pas comment, s'il y a une primaire, comment il pourra dire « je m'en abstrais ». Quand la droite française se divisait, historiquement, elle se divisait avec 40% de l'électorat. Jacques Chirac et Édouard Balladur se partageaient grosso modo en 35 et 40%. Si la droite française arrive à se diviser avec 20% de l'électorat, ce serait la droite. Alors là, elle est vraiment la plus bête du monde pour des décennies. Mais ça veut dire, à l'inverse, Alain Minc, que si la droite ne se lance pas dans cette bataille d'ego dévastatrice, elle a de fortes chances de l'emporter en vue de 2022. Mais elle a en effet des chances. On est dans un mouchoir de poche. Ce que je ne comprends pas dans l'attitude d'un certain nombre de responsables de la droite, c'est de dire « nous avons perdu en 2017 à cause des primaires ». C'est tout à fait faux. En réalité, je me souviens, moi qui étais un supporter d'Alain Juppé, de l'atmosphère le soir des primaires. François Fillon était élu aux yeux des Français. Après, il a entamé la descente aux enfers dont il est en partie responsable. Mais c'est ça qui a fait perdre la droite. Ce ne sont pas les primaires. Les primaires donnent un élan. Et donc, c'est quand même la méthode la plus démocratique. Je veux dire, quand on voit les succès prodigieux des sondeurs, on se dit que déterminer le choix d'un candidat à l'élection présidentielle par le biais des sondages, c'est quand même une très aller jusqu'à dire que la primaire est un choix le plus démocratique, connaissant le nombre parfois d'électeurs et des gens qui vont venir voter. Mais une primaire ouverte est en effet ce qu'il y a de plus démocratique. Ça vaut mieux qu'un échantillon de 1200, 1500 ou 3000 personnes. Et ce serait la logique. Et à ce moment-là, je ne vois pas comment Bertrand pourra s'en abstraire. Pour l'instant, il ne s'y résout pas. Mais c'est là qu'il joue au poker menteur, il a raison. Je veux dire, il a tout à fait raison, il pense que les autres plieront. Je ne suis pas sûr. Et les autres pensent qu'il pliera.
Non, mais c'est pas les autres, c'est le concept de primaire. Lui pense que les autres plieront parce qu'ils ont moins de caractère que lui, et les autres pensent que la force d'une primaire l'obligera à s'y soumettre. Quel parti, décidément. On verra, mais c'est en effet le moment intéressant de la scène. Puisque vous parlez de caractère des uns et des autres, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, quelle différence fondamentale voyez-vous entre les trois ? Ils sont sur trois nuances politiques évidentes. Wauquiez est nettement plus à droite, il l'assume. Bertrand essaye de faire du Seguin, c'est-à-dire une forme de populisme. Et Valérie Pécresse est beaucoup plus conforme à la droite libérale et européenne. Vous dites cela parce que vous la soutenez ? Pardon ? Vous dites cela parce que vous la soutenez, Valérie Pécresse ? Non, je vous décris un panorama. Oui, j'ai dit que je votais pour elle en région parisienne et que je trouvais inconvenant le maintien au deuxième tour de M. Saint-Martin, dont le programme, à une feuille de papier à cigarette près, était proche du sien. Mais je veux dire, je pense qu'il faut tourner très vite la page de ces élections régionales qui sont quand même un raté politique pour la majorité d'une intensité inhabituelle. Oui, mais alors comment un parti comme La République En Marche, Alain Minc, peut-il continuer à exister à la faveur d'un seul homme, Emmanuel Macron ? Mais vous avez dit un mot qui n'existe pas, vous avez dit un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Un parti politique, c'est quoi ? C'est une tradition, c'est une culture, des militants, une idéologie, un passé, une aspiration. Rien de tout ça n'existe dans cette organisation gazeuse qui est En Marche. En Marche était là pour soutenir un homme dans une démarche qui était une démarche talentueuse et personnelle et ne pouvait pas se constituer depuis en partie. Regardez la petite boutique de François Bayrou. Le Modem paraît beaucoup plus puissante qu'En Marche parce qu'elle existe. Parce qu'elle est ancrée dans une tradition historique. Parce que la démocratie chrétienne, c'est quelque chose qui en France a toujours existé. Et quand on dit que le gaullisme a connu le même processus, c'est faux. Je veux dire, dans les années 50, le général de Gaulle avait créé un parti. Donc le macronisme est une coquille vide. Non, mais Macron existe dans des proportions considérables. Le macronisme comme idéologie est quelque chose qui, à mon avis, se ramène à l'axe principal d'Emmanuel Macron, qui est la conviction européenne, et quant aux troupes macronistes, elles n'existent pas, elles sont émiettées. Il y a l'axe, il y a le positionnement d'Emmanuel Macron. Quel espace a-t-il ? Hier matin, à ce micro, Alain Minc, le directeur de la Fondapol, Dominique Régnier, estimait que la droitisation de la vie politique était un mouvement profond, qu'il y avait une poussée des valeurs et des positionnements de droite. C'est aussi votre constat ? Je ne suis pas convaincu de ça. La preuve en est que la gauche fait un score considérable, et c'est pas une gauche droitisée, c'est une gauche racialisée, certes pour une part, mais pas droitisée. Je crois qu'en réalité, il faut revoir la scène telle qu'elle était au départ. Qu'est-ce qu'est le macronisme ? Le macronisme, c'est en réalité un centrisme sublimé par le talent d'Emmanuel Macron. Certains disent un extrême centrisme. Mais c'est une vérité. François Bayrou a amené le centre en 2007 à 20%. Bon, Macron, en y ajoutant son talent personnel, l'a amené à 24%. Ça fait d'ailleurs 2 fois qu'il y a des présidents centristes qui sont arrivés à l'Élysée, Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron. Et pourquoi sont-ils arrivés ? Parce que l'un et l'autre avaient un talent tout à fait exceptionnel. Quand vous êtes centriste, pour arriver à l'Élysée, il faut être plus talentueux que quand vous êtes l'émanation d'un vieux parti. Oui, le centre et la droite, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas laisser l'espace libre à droite et souhaite remettre la très contestée réforme des retraites sur l'ouvrage d'ici à la main qu'à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est le bon moment dans cette dernière ligne droite ? Je pense qu'on est en train de poser le problème d'une manière erronée. La réforme des retraites est à l'ordre du jour de l'élection présidentielle. Comment pensez-vous qu'un candidat sérieux pourra ne pas dire ce qu'il fera ? Donc la question n'est pas tant de savoir si la loi est votée en novembre 2021, c'est de savoir ce que le candidat Macron assume en termes de réforme des retraites. Moi, je suis convaincu que nous sommes dans l'urgence d'envoyer le signe du passage à 64 ans. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections en Allemagne. Il s'avère maintenant que le candidat CDU a de bonnes chances de gagner. L'Allemagne va redevenir économiquement un peu orthodoxe.
nous avons merveilleusement, économiquement, géré cette passe difficile, mais quand même à guichet ouvert. Donc il va bien falloir envoyer au monde un signe de sérieux. Un signal de sérieux, d'accord. C'est pour ça qu'elle est nécessaire selon vous en ce moment. Mais c'est le seul signe de sérieux qui a des conséquences majeures que l'on puisse donner. C'est pas en disant qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires. Ça veut dire qu'à la main que vous dites qu'on fait la réforme pour les autres, notamment pour les Européens, tel que parfois elle a été demandée d'ailleurs par l'Europe. Attendez, on fait la réforme pour ceux qui permettent aux fonctionnaires français d'être payés. C'est-à-dire que le monde entier nous finance. Nous sommes quand même le principal emprunteur européen. Il y a une confiance dans la France que témoigne d'ailleurs l'attractivité française. Mais cette confiance, il faut empêcher qu'elle ne s'érode. Et donc, une réforme des retraites simple, même douloureuse, mais qui correspond au bon sens. Vous savez, pourquoi ce serait le bon sens, un report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans? En quoi c'est le bon sens? Parce que ça colle à l'espérance de vie. Quand la retraite a été en réalité inventée au 19e siècle par Bismarck, quand vous compariez espérance de vie et retraite, et si vous appliquez les critères à aujourd'hui, vous verriez que l'âge de départ en retraite devrait être 84 ans. Nous n'en sommes pas là. Ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est la seule manière de faire cette réforme? Un exemple à la main, dans un rapport sur les grands défis économiques remis à l'Élysée, rapport piloté par Olivier Blanchard et Jean Tirole, il est dit que cette réforme des retraites ne peut être menée sans qu'il y ait d'autres évolutions sur le marché du travail pour les seniors actifs. Il faut qu'il y ait une réforme du système de santé pour soutenir les travailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas un peu... Il faut revenir à des choses simples. Les Tirole et Blanchard veulent que la réforme qui avait été sur la table soit reprise et avec un délai même raccourci. Moi, j'étais pour cette réforme avec ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire elle s'applique pour les gens qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail. Est-ce que vous avez le souvenir de ce qu'était le calcul de votre propre retraite au moment du pseudo-projet de réforme? En aucun cas. C'était d'une complication incroyable. Je pense qu'on est à un moment, après ce qu'on a vécu, où il faut rester à des choses simples. Et le passage de 62 à 64 ans, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, à défaut de l'aimer ou de l'approuver. Y compris les conséquences, qu'elles soient sociales, etc., avec peut-être des évolutions, des conflits sociaux. Ça, vous dites, peut-être qu'on y passera. Je ne suis pas sûr qu'un conflit social institutionnel entre les syndicats et le président soit tellement que cela nuisible au crédit du président. Eh bien, c'est dit. En tous les cas, les retraites, c'est un sujet de présidentiel pour Alain Minc. C'est bien cela? Évidemment, pour la présidentielle et pour chacun de nous. Merci Alain Minc d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Ainsi qu'à nos auditeurs, évidemment.